Également une nouvelle page extrêmement importante et attendue au procès des attentats du 13 novembre aujourd'hui. Pendant 4 semaines, les rescapés et les familles du Bataclan témoigneront à la cour d'assises spéciale de Paris. Cette soirée-là, dans la salle de concert, 90 personnes tombées sous les armes des terroristes. Écoutez le témoignage d'une des rescapées, du papa d'une des victimes, Hubert Coster. Philippe a perdu son fils Thomas au Bataclan. Gaëlle a reçu une balle qui lui a détruit le visage, une autre dans le bras. Elle a subi 40 opérations chirurgicales et ce n'est pas fini. Tous deux veulent témoigner malgré la difficulté. C'est vraiment pas évident d'aller à la barre, devant le box, devant cette cour, devant des centaines d'avocats. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué de faire réémerger tout ce qu'on a enfoui. Montrer aux accusés que les victimes ne sont pas une foule anonyme. Parler de Thomas, qui il était, ce qu'il attendait, ce qu'il espérait, ce qu'il avait vécu. Sans doute c'est ce témoignage-là qu'il faut porter. Raconter ce que vit Gaëlle depuis 6 ans. Expliquer le chemin parcouru et expliquer qu'ils ont vraiment détruit des vies et pas un tas. L'un comme l'autre n'attendent rien des accusés. Nous ne devons pas être suspendus à leurs paroles. Ce serait effectivement se rendre encore une fois dépendant d'eux et c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Mais ils savent aussi que ce procès est indispensable à leur reconstruction. La politique, à présent, les ralliements autour d'Éric Zemmour se poursuivent. Plusieurs élus locaux du Rassemblement national affichent leur soutien au polémiste qui ne s'est pas encore proclamé candidat. Et du côté des Républicains, Éric Ciotti était l'invité de Ruth Elkrief hier soir sur LCI. Il a affirmé avoir quelques points communs avec Éric Zemmour et assure qu'il est le seul candidat capable de battre le président sortant en 2022. Je partage beaucoup de ses convictions. Éric Zemmour, je le connais depuis très longtemps, comme beaucoup des hommes politiques. C'était un journaliste. Il a une vision, un attachement à la France que je partage, ce qui pour moi est essentiel. Et il souhaite que la France dont nous sommes les héritiers, une France des Lumières, une France judéo-chrétienne, demeure fidèle à ce qu'elle a toujours été. Cette prise d'otage à présent à Condé-sur-Sarthe hier, un détenu de la prison de la commune de l'Orne, considéré comme violent, condamné pour viol et tentative de meurtre, a retenu en otage 2 surveillants pendant plusieurs heures. Avant de se rendre donc en début d'après-midi, voilà pour le dénouement. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, est rendu sur place. Ce n'est pas la première fois que ce centre de détention connaît ce genre d'incident. En plus, écoutez-le. On ne sait toujours pas comment cette arme a été fabriquée. C'est une arme par destination. Ça n'est pas un couteau, ça on le sait. Est-ce que c'est à partir d'une brosse à dents? Est-ce que c'est à partir d'une fourchette? Je pense que c'est l'enquête, évidemment, qui le dira. Il y a eu faille. Il y a eu faille, à l'évidence, puisque un homme se retrouve armé et qu'il prend en otage des membres de l'administration pénitentiaire. Bien sûr qu'il y a eu faille. Pas de cours pour les 900 élèves du collège Joseph Dutheil à Limoux, dans l'Aude. L'établissement a fermé ses portes pour une semaine après la découverte d'une trentaine de cas positifs du Covid-19 du côté des élèves, mais aussi des enseignants. Ils devraient poursuivre leurs cours à distance à partir d'aujourd'hui. Et puis, au rayon conso, vous le constatez très probablement quand vous faites vos courses, augmentation de certains produits alimentaires en ce moment, notamment les produits dits de premier prix, comme on les appelle, huile, pâtes ou même conserves. Conséquence de l'envolée des coûts des matières premières qui touche une nouvelle fois le pouvoir d'achat des Français. Quel est le montant d'ailleurs de cette hausse? On fait le point avec Alexandra Durand. Ce ne sont que quelques centimes, mais ils pèsent lourd, car la hausse touche des produits de base bon marché. Le beurre, l'huile, le papier toilette, ça a énormément monté. Les fruits, n'en parlons pas. Globalement, c'est vrai que la note, elle est complètement différente. 5-6 € quand même. Un paquet de spaghettis, par exemple, peut vous coûter aujourd'hui 10 centimes de plus que début septembre. En cause, la flambée mondiale du blé. Même ce patron de hard discount a dû en répercuter une partie. Le produit qui a augmenté le plus, c'est le blé dur. Il a pris à peu près 40%, donc ça s'est forcément répercuté sur les achats, sur nos achats de pâtes. Si ça dure sur quelques années, il faudra à un moment ou un autre, nous aussi, répercuter ces hausses. Mais pour l'instant,
on fait tampon. Mais pour combien de temps encore? Car les fournisseurs de la grande distribution subissent de plein fouet les augmentations de l'énergie, des matières premières et des emballages. Les PME sont les plus fragiles par définition. Elles ont rogné sur leur marge depuis pas mal d'années, leur trésorerie, et aujourd'hui elles sont au bout du bout. Le bras de fer ne fait que commencer entre ces fabricants et les géants de la distribution, soucieux de ménager le porte-monnaie de leur clientèle. C'est historique, oui, on est très content d'ailleurs de vous en parler. Le premier film, oui, tourné en orbite, s'est lancé par la Russie. L'actrice russe et le réalisateur sont partis hier. Ils ont rejoint la Station spatiale internationale, Stéphane, qui est dirigée par Thomas Pesquet. Exactement. Alors ça va durer 12 jours, hein, ce tournage, c'est ça. Exactement. Les membres russes de l'ISS joueront les figurants. La Russie qui devance un projet américain avec Tom Cruise, Xavier de Giacomoni. Large sourire, cheveux ébouriffés par la pesanteur, l'actrice Yulia Peresild pénètre dans l'ISS. L'image est historique, c'est la première fois qu'un long métrage va être tourné dans l'espace. Tout était nouveau pour nous aujourd'hui. Toutes les 10 secondes apportaient quelque chose de nouveau. Nous venons de rencontrer tous ceux qui vivent ici dans la Station spatiale internationale et maintenant nous allons mieux nous connaître. J'ai l'impression que je rêve. Yulia et son réalisateur ont décollé de Baïkonour à bord d'un vaisseau Soyouz. Une grande victoire pour la Russie. Elle bat sur le fil le projet américain avec Tom Cruise. Il y a un scénario, mais Klim, le réalisateur du film, le change parfois. Ce qui rend mon rôle plus difficile. Je dois l'étudier par cœur. Je ne l'ai jamais fait, ce n'est pas un poème qu'on apprend à l'école, c'est de la prose. Mise en orbite du premier satellite, premier homme dans l'espace. À l'époque soviétique, les Russes ont souvent damé le pion des Américains. Là encore, l'agence spatiale russe entend triompher de la NASA et de SpaceX. L'actrice et son réalisateur doivent tourner 12 jours dans la zone russe de l'USS. Le commandant de bord, Thomas Pesquet, ne serait pas convaincu par l'intérêt de ce tournage. Voilà l'histoire d'une jeune femme médecin qui est la seule à pouvoir opérer un spationaute bloqué dans l'ISS. Ça, c'est la belle histoire. C'est presque une histoire d'amour. Solène, on va parler du doyen des Français qui s'est éteint hier à l'âge de, combien il avait? 112 ans 112 ans. 112 ans. Ça commence à compter. Ça commence à compter. Est-ce qu'on connaît déjà le nouveau doyen des Français? On va voir sa petite carte d'identité au nouveau doyen des Français. Il s'appelle Marcel Mays. Il a connu 2 guerres mondiales. Lui aussi à 112 ans et 86 jours. Il est né le 12 juillet 1909 à Saint-Julien-de-Lerns, en Isère. 1909, c'est 81 ans avant toi, finalement, Hélène. Ouais. Ah bah oui. Je vous parle d'un temps Ah que oui. les moins de 20 ans ne peuvent pas Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont connu ce temps-là, finalement. Enfin, il y en a au moins une, hein, c'est la doyenne française, Sœur André, 117 ans tout de même. Voilà donc ce matin le Français et la Française les plus âgés de l'Hexagone. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 2019, Marcel Mays avait déjà été déclaré nouveau doyen des Français, mais par erreur, il s'était ensuite vu chipper son titre par Jules Théobald. Solène, aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Alors, on a combien de centenaires en France? Eh bien, ils étaient 27 000 centenaires en France au 1er janvier 2021. 23 000 femmes pour 4 000 hommes. L'INSEE estime d'ailleurs qu'il pourrait être jusqu'à, écoutez bien, 270 000 centenaires français en 2070. C'est plutôt pas mal. Qui sait, Stéphane, tu pourrais faire partie de ces Français centenaires dans les années 70? Parce que finalement, tu auras dans les années 70. Peut-être tu feras partie des 270 000 centenaires, on ne sait jamais. Oui, dans 50 ans. Peut-être Pascal. Non, il n'est pas sûr. Parce dans les années 70. Une petite question pour finir. À votre avis, quel pays compte, c'est facile, le plus grand nombre de centenaires rapportés à sa population? Le Japon, non? Le Japon, absolument. Le Japon. 80 000 centenaires au Japon, un petit peu plus même, parmi lesquels la doyenne de l'humanité, Kane Tanaka. 118 bougies soufflées tout de même. Ça représente 0,062% de la population. C'est 2 fois plus qu'en France, qui compte 0,03% de centenaires. Et ça pourrait être encore plus d'ici quelques années parce qu'une étude qui vient d'être publiée dans la prestigieuse revue londonienne Royal Society Open Science estime que l'être humain pourrait vivre jusqu'à 130 ans, voire même plus, même si les chances sont infimes. Encore faut-il savoir dans quel état. Oui, voilà, pour le nombre de centenaires en France, décidément. Il y a de plus en plus d'études qui sortent et qui nous disent qu'on pourrait vivre de plus en plus vieux. Donc, comment on va financer la retraite dans un pays où les gens tiens, vieillissent? voilà, bim. Vous en travaillez de plus en plus. Voilà. Comment financer la hausse des prix de l'énergie? Ça c'est une question aussi, mon cher Pascal. 6h42, comme tous les matins. Ton petit point Pascalou, ton petit point énergie. T'aimes bien? J'aime bien parce que... Alors, attends, juste. C'est un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Ah oui.
Flambée des prix, Jean Castex, on va remettre dans le contexte, Jean Castex, le Premier ministre, a donc annoncé le blocage des tarifs jusqu'en avril. Les Français payent un peu pour leurs voisins. C'est ce qu'il dit, écoutez-le. Si les prix de l'énergie et du gaz augmentent, c'est à cause de la situation dans un certain nombre de pays, et vous le savez toutes et tous, pour des considérations internationales, et que l'évolution de ce prix auquel nous devons faire face sont totalement insensibles à l'élection présidentielle en France. Pascal, il a raison, Premier ministre? Oui, il a raison. Alors ça, c'est insensible à l'élection présidentielle en France. Alors, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, nous dit qu'il faut revoir un marché européen aberrant. Donc il remet en cause le fonctionnement du marché européen de l'énergie. Et d'ailleurs, la position française avance. Les Français ont convaincu quelques-uns de leurs voisins. Une espèce de ligne de partage. Alors pourquoi est-ce qu'il faut changer la logique? On s'arrête 2 minutes. On essaye de comprendre vraiment comment ça marche. Le prix de l'électricité, retenez cette idée simple, il est indexé sur le prix du gaz. Donc on se dit, le gaz en ce moment flambe. On pourrait faire des réserves. On pourrait avoir des réserves, c'est-à-dire ne pas être tributaire des achats immédiats, ça ferait redescendre le prix. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Quelle est la logique tarifaire? Je vous ai fait un petit schéma, je voudrais essayer d'expliquer un truc simple qui s'appelle la logique, partager un peu nos connaissances, la logique du coût marginal de production. Regardez, vous avez en bas, sur la ligne qui est horizontale, un moyen A de production de l'électricité. On va dire que c'est l'hydraulique. Un moyen B, c'est le nucléaire. Un moyen C, on va dire que c'est le gaz. Vous avez sur la ligne verticale, j'ai symbolisé ça avec le niveau de la demande. En ce moment, là, on est au début octobre, il ne fait pas très froid. On consomme moyennement de l'énergie. Donc on est à ce niveau-là. Vous voyez que le niveau de la demande, c'est le moyen C de production. C'est lui qui fait le prix. Mais vous vous mettez au mois de février. Il va faire très froid. Un soir à 19 h, hop, on revient au schéma. On reste sur le schéma. Le niveau de la demande va monter sur la ligne verticale. Et donc, on va être obligé d'engager le moyen D. Oui. Le moyen D de production qui, lui, coûte encore plus cher. Ben, c'est comme ça qu'on va faire le prix de l'électricité. C'est ça la logique du coût marginal. C'est-à-dire que c'est le dernier moyen de production qu'on a appelé, par ordre de mérite économique, on commence par ce qui est pas cher pour aller vers ce qui est plus cher. C'est ce moyen-là qui va déterminer le prix. Et évidemment, ça va nous coûter une fortune. Pourquoi les Français, ils disent « ça marche pas ce truc-là » Ben parce qu'on a le nucléaire, nous on a le moyen B. Le moyen B, il nous garantit une énergie pas chère. Et comme on est, comment dire, indexé sur les règles européennes de fabrication du prix, on est obligé de payer au plus cher, notamment quand on engage les centrales à gaz qui, elles, nous coûtent une petite fortune. Donc le maire, Castex, ils disent on arrête ça. Et c'est vrai, honnêtement, les amis, que nos parents, nos grands-parents n'ont pas financé le nucléaire pour qu'on soit finalement les obligés de Poutine qui nous vend du gaz. Merci Pascal, 6h45 sur LCI, ne bougez pas, on revient dans un instant. Un sujet qui va te faire réagir, je crois aussi Pascal. La France est attractive.